On va rentrer dans le vif du sujet et au-delà de ça, vous avez en tête ce que vont être les ateliers de la fin de matinée, puis évidemment les éléments de synthèse et de table ronde et de ce que va être la dernière carte blanche. On va faire en sorte d'aborder des points sans complètement mordre évidemment les suivants. Cela étant, vous allez voir que certains des éléments préparatoires de ce qu'a été cette table ronde ont déjà des résonances avec ce que vient d'exposer Laurence Dirix. Je vous présente ce que sont nos invités qui, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ont été contactés par la CNMJ sur des domaines de compétences différents, des fonctions évidemment différenciées et qui vont porter un regard sur ce qui se passe dans les rédacs. Vous verrez tout à l'heure sur les ateliers que vous allez parler de ce que sont les outils, la dimension éthique évidemment qui s'incarne par les chartes, parfois communes, parfois différenciées entre les rédacs, et évidemment la dimension de l'audience, il y a bien des publics qui s'accaparent ce que sont ces contenus. Ici vous avez devant vous, et presque respecté ce qu'aurait été l'ordre de la diapo elle-même, donc je vais les lire dans l'ordre tel qu'ils apparaissent. Yann Guégan, qui ici représente ce qu'est le CDJM, Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qu'évoquait tout à l'heure Laurence, mais qui par ailleurs, évidemment, a une dimension journalistique au-delà de la casquette qu'est celle du CDJM, et en lien avec ce que sont les rédactions pour vous évoquer ce qui s'y passe en interne. Julie Lorimi. Il faut bien dire qui est Yann Guégan. Bonjour à tous. Pardon, oui, c'est vrai que par habitude et par erreur. Donc Yann Guégan. Julie Lorimi, que vous avez ici au centre, est directrice générale du SEPM. On en verra le logo tout à l'heure. Et surtout, elle va nous expliciter à la fois pour ce qu'est le syndicat, mais surtout du point de vue de ses éditeurs magazines, comment l'appropriation de l'IA se joue. On est évidemment sur des récits bien souvent qui sont plus longs, plus élaborés qu'absolument une réactivité sur ce qu'est l'actu. Et ça pose des questions à la fois sur ce que sont les récits, la technologie, la mise en compréhensibilité, notamment sur des données, quand on a ces approches magazines auxquelles, je rappelle, les publics sont attachés. Et ce, depuis un siècle, entre deux guerres, ou même de ce qu'étaient les années 50-60, la presse magazine est forte dans son domaine, peut-être moins affectée par ce qu'est le hard news en dimension d'intelligence artificielle. Vous allez expliciter un tout petit peu ce que sont ces éléments. Éric Barbier, de l'autre côté à mon opposé, représente ici, en tant que journaliste, l'Est républicain, affilié au groupe EBRA, certains et certaines l'ont évidemment en tête, et le SNJ, Syndicat national des journalistes, qui est le syndicat majoritaire de la profession, vous le savez. Lui aussi pour nous expliciter ce qui se passe dans ce que sont les titres de PQR, et une dimension évidemment parfois de faire levier, parfois de évidemment s'approprier ce que sont ces technologies, à la fois du côté de ce qu'imposent les hiérarchies, et puis de ce qui se vit par les journalistes eux-mêmes. Et pour terminer, sur des innovations plus encore récentes, parce que c'est bien beau de se dire que les rédacs s'approprient ces outils, mais dans les faits, ce que ça donne et dans le concret, David Dieudonné, ici chef de projet intelligence artificielle au sein du groupe Ouest France, va pouvoir nous donner quelques éléments à la fois de ce qui est déployé et de comment on joue ces dimensions de formation pour que les acteurs journalistiques utilisent ces outils et qu'ils ne voient pas seulement ça comme une dimension de lab qui serait un petit peu dans son coin. On va se permettre ici de cadrer très rapidement et sans être uniquement sur une dimension scientifique, je vous donne la parole dans quelques secondes, mais parce qu'après tout, le journalisme, c'est surtout s'adresser à des publics. Une partie des publics, et ça a été dit un petit peu tout à l'heure, on fuit vers ce qu'est l'intelligence artificielle. Pourtant, ils ne sont pas dupes. Et quels que soient les continents, on va essentiellement sur la journée évidemment de parler du monde francophone et peut-être même parfois plus encore franco-français. Je vous invite ici à regarder ce qu'est sur une étude récente publiée à l'automne dernier par le Reuters Institute, affilié à University of Oxford, par nos collègues Felix Simon, Rasmus Klaas-Nissen et Richard Fletcher, ce que sont les outils, entre guillemets, qui sont utilisés, mais surtout la perception que les publics en ont dans ce qu'ils pensent être la confiance qu'ils puissent accorder à tel ou tel outil. Je vais passer rapidement la diapo, elles sont consultables en ligne et je vous en ai fourni ici la source. Le rapport intégralement, évidemment, vous fournit d'autres types de données, mais si on regarde un tout petit peu plus loin, cette question de confiance et cette question d'utilisation, en quoi l'IA peut être utile, y compris dans la dimension news, pour s'arrimer à l'actualité. Il n'y a pas que les journalistes, les professionnels, évidemment que les publics sont capables de s'y arrimer. Regardez qu'à un moment ou à un autre, ils portent un regard qui est parfois différent de ceux de la profession. Alors évidemment, ils sont conscients que c'est évidemment moins cher à produire, et c'est ce que sont les diapos elles-mêmes globales au niveau mondial, qu'elles permettent d'être actualisées plus rapidement. Forcément, c'est un robot qui à un moment ou à un autre peut travailler, et y compris la nuit s'il le faut, selon les fuseaux horaires. Ce que vous remarquez de l'autre côté du spectre, sur la partie droite,
c'est que se posent des questions de confiance. Est-ce qu'ils sont trustworthy? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on peut leur faire confiance? Est-ce que sont ces contenus? C'est un petit peu les éléments qu'on va discuter ensemble. Oui, les outils sont appropriables, mais dans une certaine mesure, il faut toujours ce qui est un guidage, évidemment un élément humain. Et puis, je n'insiste pas sur les éléments ici qui vous montrent des variantes entre certains pays sur ce que sont ces perceptions. Et par exemple, pour ce que sont les Japonais et les Argentins, là, pour le coup, ils sont presque prêts à cocher toutes les cases. L'IA leur convient davantage. J'arrête là ces éléments et malgré tout, pour ce que je vous ai parlé du cadre franco-français, il est intéressant de voir pour ce qu'est le dernier baromètre sorti il y a une quinzaine de jours pour la Croix, depuis l'an dernier en partenariat avec l'Institut Verian et La Poste, de voir, et je vous l'ai intéressé ici en rouge, que finalement, quand je vous dis que les publics ne sont pas dupes, c'est que sur l'intelligence artificielle, ils s'y nourrissent, ils s'alimentent en actualité, mais qu'ils continuent beaucoup de faire confiance à la fois à leur cercle de proches, que ce soit physiquement ou sur les réseaux, et surtout au monde journalistique, quels que soient les supports que vous incarnez ici en tant qu'invité. Je vous propose qu'on n'ait pas un débat qui soit uniquement de 50 minutes ou d'1 heure à entendre nos invités. Je les ai décomposés en 3 en y réfléchissant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'au final, ce qui s'est intitulé « Des pratiques sauvages et des pratiques encadrées », évidemment, a été volontairement polémique, mais je n'ai pas eu le choix, il a été imposé par l'organisation. On va y mettre une forme de structure. Évidemment, de temps en temps, il y aura quelques pics. On va faire en sorte, pas non plus d'absolument nommer ici des moutons noirs et d'autres qui seraient absolument des chevaliers blancs vis-à-vis de l'IA. De regarder à l'intérieur des rédactions si finalement ce qui pose question, c'est tel ou tel rédac, mais davantage peut-être même des pratiques solo. Et beaucoup de journalistes parfois confessent de temps en temps utiliser tel outil, y compris quand ils sont là à la maison. La question qui se pose, c'est dans la rédaction, est-ce qu'à un moment ou à un autre, l'usage de l'IA, il se fait de façon un petit peu sauvage, c'est-à-dire discrète et sans forcément le confesser? Beaucoup de journalistes finalement le disent, sans qu'on ait de stats absolues là-dessus. Ou est-ce que c'est collectivement que cette appropriation de l'IA se joue? Dans un deuxième temps, évidemment, et particulièrement sur les dimensions d'innovation que j'évoquais, par exemple pour ce que va être la position de David Dieudonné, il y a une dimension d'accompagnement. On développe certains des outils, mais ensuite, évidemment, il faut faire en sorte qu'ils collent à ce qu'est la pratique réelle du métier. Évidemment, parce que la journée elle-même, c'est sous le chapeau de l'éthique, on aura des dimensions de responsabilité diverses à interroger. Et ce que je vous propose sur ces 3 temps, c'est qu'ils vont durer chacun une douzaine de minutes ou un quart d'heure maximum, c'est qu'on ait des interruptions pour vos questions à chaque fois, plutôt que de frustrer tout le monde et de les avoir à la toute fin, ce qui ne permet pas toujours les échanges. La première question qui se pose, donc, c'est celle de l'appropriation par les rédactions. Et je voulais savoir si dans vos domaines divers, il y a des utilisations spécifiques. Pas mal de choses ont été évoquées par Laurence Dirix tout à l'heure, sur un territoire qu'il soit européen ou francophone ou parfois mondial. Je vais me tourner en premier lieu vers Julie Lorimi, y compris parce que, au-delà de ce qu'est la presse magazine, le SEPM n'est pas toujours l'entité qui est la plus connue. Vous, dans ce qu'est le SEPM, et puis par la voix des éditeurs eux-mêmes, qu'est-ce que vous remarquez dans ce qu'est cette utilisation de l'IA pour ces récits, magazines, et auxquels, je répète, sont attachés les publics? Oui. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc oui, le SEPM peut-être n'est pas connu de vous tous. C'est un syndicat qui représente environ 80 entreprises de presse magazine, donc à la fois presse papier et puis aussi presse en ligne. Et tout type de magazine, c'est-à-dire de la presse tant politique, d'information politique et générale, que de la presse culturelle, jeunesse, centre d'intérêt, bref, un grand spectre en fait très divers de publications qui emploient en gros 15% des journalistes à eux. Toutes ces 80 entreprises emploient environ 15% des journalistes en France, tous médias confondus. Bon. Donc nous, l'arrivée de l'IA, à la fois, pour nous, il y a 2 dimensions vraiment, et qui sont 2 dimensions. Alors j'entends ce qui a été exposé précédemment avant nous, cette carte blanche absolument passionnante. Je dois dire que pour nous, c'est bien quelque chose de très disruptif. J'adore pas ce terme, mais il a été employé, et c'est un vrai bouleversement. C'est un bouleversement évidemment tout à fait positif, très certainement, pour beaucoup d'éditeurs qui voient à la fois des opportunités, des gains de productivité, d'efficacité. Également, il y a l'intelligence artificielle, pour nous, elle est aussi présente, mais ça, mon voisin le dira mieux que moi, mais dans tout ce qui est relation aux lecteurs, aux audiences, pour optimiser éventuellement tout ça. Mais il y a également des dimensions qui sont des dimensions d'inquiétude et
voire même par moments de sidération, chez certains de mes adhérents. Il y a d'abord ce qui se passe dans les rédactions avec la propension à savoir, contrôler, encadrer, dialoguer autour de ce qui se passe dans les rédactions, premier point, avec effectivement beaucoup d'adhérents qui mettent en place des chartes, qui engagent un dialogue autour de ces chartes pour mettre en place un encadrement, de la responsabilité, des limites. Et puis, il y a l'autre aspect, et c'est là où je parlais un petit peu de sidération, d'inquiétude, c'est le caractère extrêmement inquiétant de la prédation opérée tout de même par ces grands LLM, ces grands services d'IAG qu'on utilise tous, que vous utilisez, qui sont complètement rentrés aujourd'hui dans le quotidien des citoyens et des lecteurs et des audiences, et qui, en réalité, pour le moment, mettent surtout en risque le financement de l'information. Parce que je vous disais tout à l'heure, le SEPM emploie 15% des journalistes. Cette fonction-là, évidemment, a un coût. Le coût de l'information, il est très élevé, et tant mieux, je dirais, tant que il peut être générateur de valeur. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on assiste à un gigantesque transfert de valeur qui a commencé avec les moteurs de recherche, les plateformes, etc., mais qui aujourd'hui prend une dimension extrêmement préoccupante. Et c'est vrai que le caractère potentiellement substitutif de ces outils génère une importance une inquiétude très très importante. C'est pourquoi on a entamé et on a amorcé beaucoup de... Mais je veux pas... Il faudrait que vous approchiez le micro, et les suivants aussi, m'indique la régie. Effectivement, vous venez nous faire un joli teasing, et vous le sentiez, sur ce que va être le dernier tiers, davantage sur ce que sont les responsabilités, mais aussi l'impact, y compris en termes de ressources humaines et de métiers, évidemment. Alors je vais me tourner à la fois vers David Dieudonné et vers Éric Barbier pour voir à l'intérieur de ce que sont des rédactions, et pour le coup, vous incarnez 2 titres de presse quotidienne régionale. Comment ça se joue avec une question qui va être la suivante. Finalement, ce qui en a été dit, et déjà depuis un petit peu plus de 3 ans, c'est que ça permet parfois de soulager les équipes, notamment parce qu'on peut automatiser des tâches routinières, qui étaient celles qui n'avaient pas le plus d'intérêt. Je vous laisse l'un ou l'autre décider de prendre la parole. Un des cas, et on va peut-être, s'il le faut, démarrer par Éric, c'est ce qui a résonné dans une actualité qui était celle d'il y a déjà 2 ans, c'est le travail de SR. Une partie de cette automatisation possible, mais qui est une menace à la fois sur l'emploi lui-même, mais sur les certitudes à un moment ou à un autre que l'outil vérifie bien et corrige bien, de la même manière que le font, et depuis plusieurs décennies ou plusieurs siècles, les SR eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à l'intérieur de ce qu'a été le groupe EBRA, comment ça s'est mis en place et en différentes phases, et puis surtout quelles sont les appropriations ou les réticences ? Je pensais que la parole était à la Défense, mais non, je vais la prendre en priorité. Bonjour, donc Éric Barbier du SNJ, avec un S comme syndicat, mais aussi Sentinelle. Et c'est tout le travail que l'on mène depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis l'introduction, et c'est le premier cas en France, à ma connaissance, l'introduction d'une intelligence artificielle dans le fonctionnement de la rédaction. En l'occurrence, au secrétariat de rédaction, où, en l'occurrence, il s'agit de ChatGPT. On demande à ChatGPT de réécrire des textes des correspondants locaux de presse. Je pense que ça parle à tout le monde. Ces travailleurs indépendants qui se situent dans les communes et qui alimentent une grosse séquence des journaux de la PQR, les pages de petites locales. Quel est le concept ? Le correspondant local de presse adresse son texte au secrétaire de la rédaction, et le SR, s'il juge que c'est nécessaire, passe ce texte par la moulinette ChatGPT. Contrairement à ce que j'ai pu entendre sur un plateau télé de Ouest France l'année dernière dans la bouche de notre ex-rédacteur en chef, il ne s'agit pas que d'une simple relecture orthographique grammaticale du texte, il s'agit effectivement d'une mission éditoriale qui est confiée à l'IA. Pas un seul assistant finalement, c'est plus que ça. Ah ben, ce n'est plus un assistant, on a affaire à un agent éditorial, d'où l'expression IA agentique, agentivité, pour caractériser
la manière dont ces algorithmes deviennent de plus en plus autonomes et justement ce transfert de mission de l'assistant vers l'agent. Et en l'occurrence, donc, les textes produits par l'IA, réécrits par l'IA, qui aussi est sollicité pour la production de titres, d'intertitres, d'accroches. Ces textes sont publiés si le SR, évidemment, le juge correct, ce texte. Voilà. Et là, pour le coup, par rapport à ce que j'ai énoncé, c'est une dimension qui a été collective, entre guillemets. C'est pas sur tel ou tel agent que ça repose qui le ferait dans son coin. Ça a été décidé par le groupe, mais malgré des effets de résistance, on n'est pas sûr ce que seraient des pratiques solo. Et pour autant, vous les dénoncez déjà depuis un petit moment, pour les raisons que vous venez d'évoquer. On passera peut-être un peu plus de temps justement sur l'intitulé de la table ronde un peu plus tard, sur les pratiques sauvages. En l'occurrence, là, on peut reconnaître à la direction de l'Est républicain le journal, donc le titre qui a servi de laboratoire pour le groupe EBRA pour cette expérimentation. On peut lui reconnaître un minimum de transparence par rapport à l'introduction de cette IA, puisqu'elle a été clairement présentée aux élus du personnel. S'en est suivi une expertise et ainsi de suite, qui a été au départ, donc cette expérimentation circonscrite à une petite agence périphérique à la grosse agence de Nancy et à un secrétariat de rédaction. Ça, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, cette expérimentation s'est muée en déploiement, puisque l'ensemble des secrétariats de rédaction du pôle ERV, c'est-à-dire l'Est républicain, Vosges Matin et le républicain Lorrain, les 3 briques nordiques du pôle EBRA, sont soumises à cette expérimentation qui, effectivement, aujourd'hui, elle est traite d'un déploiement. Voilà. Okay. La parole va être donnée évidemment à David parce que Eric le suggérait. Sur un autre type de PQR, mais sur une cellule qui a davantage essayé, et en dehors des plateformes déjà existantes, de créer ses propres outils. Vous allez d'ailleurs peut-être nous évoquer celle de Ouest France, mais aussi celle que vous surveillez dans d'autres rédactions, y compris européennes. Comment ça se joue dans ce qu'est votre lab, et surtout main dans la main avec les journalistes pour ne pas le leur imposer, mais pour les guider davantage? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'approche à Ouest France, qui d'ailleurs préexistait à mon arrivée dans le groupe il y a maintenant 1 an et demi, a été assez singulière dans la mesure où il y a un attachement très fort à Ouest France sur les questions de propriété intellectuelle et d'indépendance à l'égard des modèles et des plateformes privées. Donc ce qui a été décidé dans un groupe où par ailleurs il y a une grande connaissance, une culture assez ancienne sur les questions d'intelligence artificielle, parce qu'il y avait un travail de longue haleine qui avait été fait pour numériser les archives de Ouest France, c'est-à-dire une centaine de millions de contenus, textes, photos et vidéos. Tout ça un peu en partenariat aussi avec la recherche publique française, et notamment l'écosystème rennais du CNRS et de l'INRIA. Donc une culture et des équipes assez averties sur les questions d'intelligence artificielle avant le lancement de ChatGPT, et donc une volonté d'aborder la question de façon indépendante, en créant une infrastructure qui permettait aux collaboratrices et aux collaborateurs du groupe d'accéder de façon sécurisée à ces modèles, sans avoir recours ni au stockage, ni réellement à des interactions directes avec ces outils privés. Et donc, progressivement, cet outil, cette plateforme, cet accès sécurisé, bac à sable, comme on dit, a été mis entre les mains de chacun, avec une idée de sourcer depuis la base, c'est-à-dire depuis le travail quotidien des journalistes, mais pas uniquement des journalistes, des potentiels usages directement en lien avec la pratique. Pour vous en donner des exemples, l'un des premiers, ce qu'on appelle des POC, c'est-à-dire des petits prototypes qui ont été construits à la fois par une personne du métier en collaboration avec quelqu'un un ingénieur ou un data scientist. Ça a été un petit prototype pour automatiquement analyser un texte qui venait d'être écrit par un journaliste et proposer aux journalistes dans le CMS, c'est-à-dire dans l'outil de publication, les tags, vous savez, qui aident à orienter la copie ensuite dans les différents circuits, de sorte que ça trouve sa juste place et surtout son juste public. Ça, c'est un exemple de petite moulinette, entre guillemets, qui a été identifié comme ça. Mais pour vous dire que l'approche était celle-là, c'est-à-dire créer un ensemble sécurisé qui permettait aux collaborateurs d'expérimenter sur la base de leurs besoins, ensuite faire remonter ces usages, et ensuite est venue, côté plutôt direction, la charge de structurer ces différents prototypes, les évaluer pour voir s'ils étaient
individuellement pertinents, s'ils étaient légalement responsables, s'ils étaient en conformité avec la déontologie journalistique, s'ils ne produisaient pas d'impact néfaste en termes d'organisation du travail, avant de les déployer à plus grande échelle. Donc c'est une sorte de méthodologie qu'on a créée comme ça, qui est assez singulière, mais qui est intéressante parce qu'elle permet comme ça de regarder l'avenir et de créer une sorte de process de gouvernance qui nous aide un peu sur la façon dont on voit se déployer cette technologie à l'intérieur de notre média. Ce qui veut dire, et sans que les mots aient été prononcés, que ça nous amène quand même, et pour l'ensemble de la journée, à distinguer ce que serait l'IA de ce qu'est l'IAG génératif. Si on vous entend bien, c'est d'abord un texte qui est constitué par un journaliste et on vient chercher à l'améliorer, alors qu'il existe, pour le grand public d'ailleurs, et pas seulement pour les journalistes, des IA et des IAG qui vont travailler les idées elles-mêmes. Allez, je cherche à ce que l'outil l'invente pour moi, de trouver des sources aussi à votre place, de traiter les données, parfois les récits eux-mêmes, de vous inventer des titrailles plus sexy que les vôtres, et de diffuser, disséminer, ce qui sera d'ailleurs, on a dit, on ne va pas mordre les ateliers, celui sur le lien avec l'audience. C'est un lab en interne qui vient quand même soutenir davantage le travail existant, plutôt que de créer ex nihilo. Ah oui, non, il ne s'agit pas du tout de produire du texte automatiquement, non, c'est pas du tout l'ambition. L'idée, c'est de soulager, bon, c'est un peu chose que les gens disent dans beaucoup de métiers, mais c'est soulager des tâches qu'on dit répétitives, encore qu'il faut être attentif à ce qu'on met derrière ce mot. Et alors, d'un point de vue journalistique, l'idée, c'est libérer du temps pour être davantage au contact de ses sources, au contact de son public, de ses publics. Donc, c'est ça l'ambition éditoriale du sujet, tout en étant plus efficace économiquement. Donc, j'ai cité là un exemple qui a trait à la production, mais il y a aussi des exemples de prototypes qui ont été créés pour la distribution, pour susciter un plus grand engagement à l'égard de l'audience. Je pense à un modèle qui a été créé pour transformer des articles en quiz, vous savez, un peu interactif pour accroître, parce qu'on s'est aperçu que ça augmentait l'engagement du lectorat. Et donc là, c'est pareil, c'est des formats qui viennent en plus et qui sont là pour accélérer l'audience et l'engagement du public. Voilà, donc un double objectif dans notre approche, renforcer la qualité éditoriale et renforcer l'efficacité économique, qui pour un titre comme Ouest France, et c'est aussi assez singulier parce que le groupe Ouest France, c'est un groupe qui a une gouvernance particulière, qui est indépendant, qui est la propriété d'une association, qui n'est qu'aucun actionnaire privé ne peut acquérir. Et donc voilà, pour nous, être efficace économiquement, ça veut dire protéger notre indépendance, et c'est dans cette optique-là qu'on place le travail avec l'IA. Vous venez de parler des audiences, des publics, je l'avais fait aussi au tout début de notre table ronde. Ça nous amène évidemment à ce que va être la position du CDGM. Yann, vous, et peut-être on va revenir aussi sur ce qu'est la diapo, le but n'est pas d'être répétitif, mais évidemment elle fait date et pas mal de rédacs s'y réfèrent, à ce qu'est la pyramide des risques au sein du livret lui-même et que vous pouvez charger en ligne sur le site du CDJM. Je vous en ai rappelé ici la référence et la date. Comment est-ce que ça s'est construit? Quelle est la réflexion? Est-ce que c'est en réaction à des pratiques qui pouvaient être, allez, on va les qualifier de sauvages, mais tout simplement à un moment ou à un autre avec des journalistes parfois un petit peu qui travaillaient dans leur coin et qui ne voulaient pas rater la vague, que ça s'est construit ces éléments-là? Ou est-ce que c'est plutôt que des éléments ont fait polémique sur telle ou telle rédaction et sur tel ou tel article? Ouais, juste un mot sur la pyramide quand même, parce qu'il faut signaler que l'auteur du schéma que vous voyez, c'est pas le CDJM, mais c'est Laurence Dirix, c'est pour ça que je vous ai rappelé en haut à droite de la diapo. Que vous venez d'écouter. Et il se trouve que pour son travail de synthèse sur les chartes de déontologie, elle avait fait la version anglaise de cette pyramide et que j'ai traduit et intégré dans notre recommandation. Tout ça est très circulaire. Et depuis, en fait, je ne montre plus vraiment la recommandation, je montre la pyramide. Donc, je pense qu'on peut peut-être l'appeler la pyramide de Dirix désormais. Je pense que oui. ça... Non, de Laurence, Dirix. Ouais, donc plus sérieusement. Donc on s'est lancé on a lancé un groupe de travail assez rapidement après l'irruption de ChatGPT, Midjourney et des intelligences artificielles génératives dans l'actualité. On s'est dit que ça serait bien d'être un peu proactif. Les autres guides du CDJM portent sur des questions déontologiques beaucoup plus larges et beaucoup plus anciennes, type les cadeaux, les invitations, la rectification des erreurs. Bon, on s'est dit que, on pouvait répondre à des questions et être utile à nos confrères et consoeurs,
Et deux, ça pouvait éventuellement nous placer un peu dans l'actu et nous faire inviter à des conférences comme celle aujourd'hui. Sur ce point, ça a bien marché. Et on reviendra tout à l'heure sur des points spécifiques quand les publics vous saisissent. L'autre- On va le mettre Non. un petit peu en teasing. Pardon, pour le complément que... Ouais, donc juste tu pour allais terminer, apporter. pour peut-être revenir sur cette pyramide, le travail qui a été fait par le CDJM ne portait pas que sur l'intelligence artificielle générative. Hein. David a parlé par exemple de la classification des tags. En fait, en discutant et en menant des entretiens avec, je crois, une bonne quinzaine de professionnels, on s'est aperçu qu'il y avait de l'IA déjà dans plein d'endroits. Il y avait à l'époque aussi beaucoup de travaux de chercheurs et d'universitaires. Hein. On n'est pas parti de zéro. Mais en gros, l'IA était déjà à l'œuvre dans beaucoup de médias. Et ça devenait assez compliqué d'arriver à des règles, d'essayer de pas être trop fourre-tout, pas être trop un peu dans les généralités du type pas d'IA, mais on fait des exceptions, jamais d'IA, mais on fait des exceptions. Ça, on a pu le lire dans certaines chartes. Ou à l'inverse, l'IA est globalement autorisée, mais faites gaffe. Hein, vous voyez que ça peut vite être flou. Et ce qui nous a aidé, c'est de raisonner un peu comme l'IA Act au niveau européen et de fonctionner par famille de risques. Et ça permet ensuite de prendre chaque usage, de regarder un peu comment c'est chaque outil, regarder comment c'est mis en œuvre dans les rédacs et se dire ça relève plutôt d'un risque faible avec donc peu de précautions, moins de précautions à prendre. Ou au contraire, on est dans les catégories risque modéré, voire risque élevé, qui justifie qu'on prohibe l'usage de tel ou tel outil. Et voilà, ça a vraiment bien accéléré la réflexion là-dessus. Et ça a un avantage, c'est que ça peut évoluer. C'est-à-dire que s'il y a des nouveaux usages qui apparaissent, on peut les mettre à un des trois étages de la pyramide. Et puis, les usages qui sont déjà listés, on peut éventuellement les changer de niveau. On peut prendre l'exemple des résumés automatiques de texte qu'on voit parfois sur certains sites. Pour l'instant, la recommandation du CDJM, c'est de bien mentionner qu'il s'agit d'un résumé généré par intelligence artificielle et non d'un travail humain. Le lecteur doit savoir si ce qu'il est en train de voir, en train de lire ou de visionner est le résultat d'un travail humain ou d'une IA. Moi, je résume ça en disant il faut que si le lecteur est énervé, il faut qu'il sache, faut qu'il soit énervé contre la bonne chose, soit contre une machine, soit contre un humain. Donc pour l'instant, par exemple, notre recommandation, s'agissant des résumés, c'est de bien mentionner de manière lisible qu'il s'agit d'un résumé fait par intelligence artificielle. Si les résumés sont 100% fiables pendant des années et des années, peut-être qu'on dira c'est tellement commun aujourd'hui d'avoir ces résumés, le niveau de qualité est largement suffisant. Plus la peine de le mentionner. Les gens savent bien que ce type de résumés ne sont pas faits par des humains parce qu'ils sont là, par exemple, en haut de tous les articles. Voilà pour être un peu concret sur ce guide et sur la manière dont on a travaillé. Okay. Les autres points, on y reviendra. Je vous propose qu'on vienne finir ce premier tour de table, de recevoir certaines de vos questions, s'il y en a. Bonjour, je suis Olivier Balin de l'EAJ Lille. Je suis très content de voir de représentants de la presse régionale. Je voulais savoir un petit peu votre approche sur, je ne sais pas si c'est une expérimentation, en tout cas elle est assumée par Paris Normandie sur la curation, qui est une pratique que les journalistes abordent, y compris qu'on leur demande et qu'ils faisaient jusqu'à présent parfois à leur corps défendant, et là qui est confiée par Paris Normandie à une IA. Est-ce que c'est un soulagement parce qu'on a pu à le faire en tant que journaliste, ou est-ce que c'est une dépossession ? Je vais juste me permettre, avant d'avoir la réponse, de vous dire que, et c'est pas grave, ça va déstructurer, ça aurait été davantage la dimension de responsabilité, celle que j'évoquais tout à l'heure, le troisième point, mais ça n'est pas gênant, d'autant que c'est une actu brûlante et récente de ce tout début d'année pour le titre qui appartient au groupe Rossel. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, y compris, parce que le SNJ a réagi ces derniers jours, ces dernières semaines. Oui. Le SNJ a réagi à l'article d'Arrêt sur Image, d'ailleurs, qui portait sur cette, puisque c'est le cœur de la table ronde, sur cette utilisation, cette pratique sauvage. Juste apporter une précision par rapport à la pyramide qui est projetée. Une des conclusions de l'expertise qui a été menée à l'Est républicain par un cabinet parisien a démontré que cette expérimentation se situait déjà entre le stade 2 et le stade 3, entre les risques modérés et les risques à proscrire. Et c'était il y a 2 ans. Depuis, l'imprégnation des IA dans les titres est majeure et on est certainement un des secteurs d'activité les plus touchés ou les plus concernés par l'intelligence artificielle. Pour répondre à votre question, j'entendais en préambule que la créature, non plutôt le monstre, est sorti de sa cage. Moi,
Non, le monstre est sorti de sa cage il y a 3 ans. Le 30 novembre 2022, lorsque ChatGPT est arrivé en France. Depuis, il s'est parfaitement adapté à sa nouvelle biocénose, bien aidé par ce type de pratiques. Mais une des questions pourrait être, est-ce qu'il sauvage. n'est pas rentré dans la cage des rédactions elles-mêmes, mais avec une nuance malgré tout, il ne s'agissait pas de ChatGPT, probablement davantage de Google Gemini pour le cas de Paris-Normandie. Qui remâche et qui remâche les complètement contenus des autres confrères. Des contenus des confrères, des concurrents. En l'occurrence, effectivement, et la créature s'appuie sur ce type de pratiques sauvages pour se développer. Évidemment, ce sont des pratiques que l'on dénonce, alors qui ne sont pas légion, hein, fort heureusement. Et cela questionne sur la véritable définition de la curation. Et je pense que Julien a quelque chose à dire à ce propos, mais la véritable définition de la curation. On est tous journalistes amenés à lire évidemment ce que produisent nos concurrents, la presse nationale, y compris la presse nationale quand on est dans la PQR, en citant notre source. Et je crois que cela fait partie d'une charte d'ailleurs, développée par l'Alliance. Là, en l'occurrence, il s'agit d'utiliser des contenus. Cela revient je pense que ça s'apparente à cet extractivisme des données ou des œuvres protégées par la propriété intellectuelle auxquelles se livrent les grands développeurs d'IA. Sauf que là, cet extractivisme, il est organisé par un titre de presse et c'est dramatique. C'est dramatique, on scie la branche sur laquelle on est assis. Avec la nuance, je le rappelle, que pour le coup, ce qui est pointé ici sur les dérives de ces dernières semaines, c'est davantage l'utilisation individuelle par certains correspondants ou journalistes de Google Gemini, alors même que Russell a développé son chat Russell, sauf erreur. Mais vous souhaitiez poursuivre, Julie ? C'était simplement pour préciser qu'en effet, il y a une charte que nous avons également co-construite avec l'Alliance pour la presse d'information politique et générale, qui est une charte qui a été envisagée il y a quelques années et qui effectivement évoque les limites de la curation, des reprises, les citations, etc. etc. Donc il y a tout un... C'est un petit peu codifié, l'idée étant justement aussi entre éditeurs d'éviter les conflits, hein, parce que ça peut donner lieu évidemment à des conflits entre nos membres. Donc justement, on se réunit la semaine prochaine pour savoir comment est-ce que cette charte peut être actualisée, adaptée, etc. à la situation. Et puis je pense, mais vous le ferez sans doute au cours de la journée, je pense qu'il peut être aussi intéressant d'évoquer les autres. Alors, je ne me souviens plus exactement du titre de la table ronde, mais les garde-fous qui peuvent être mis en avant. Hein. Il y a effectivement les chartes, mais il y a aussi, l'encadrement par la commission paritaire, qui est pour nous une façon aussi d'essayer de tenter de réguler avec l'État. Et puis, par ailleurs, il y a le juge, hein, parce qu'on a beau dire, mais la responsabilité en cascade pénale demeure toujours sur la tête de l'éditeur, puis du journaliste, etc. Et à ma connaissance, pour le moment, pas sur la tête des IA qui produiraient des contenus intégralement et qui seraient des contenus problématiques, faux, etc. Oui, moi je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet, parce en parlant d'usage régulé et d'usage de pratiques sauvagées, de pratiques sauvages et de pratiques encadrées, voilà. Désolé. On est vraiment au cœur du sujet parce que forcément, en première intention, on pense au journaliste seul qui va utiliser l'IA sans forcément être formé, sans être prudent, qui va pas avoir les bons réflexes. Qui est à 23h juste avant le bouclage, a besoin d'aller vite remplir une case sur une page ou sur un site. Mais il y a aussi des pratiques sauvages de la part des éditeurs. Il faut quand même en parler. Je pense qu'on peut quand même se le dire, quoi. C'est pas la première fois qu'on se croise avec David. Je suis toujours impressionné par la qualité du travail réalisé à l'intérieur de Ouest France sur l'IA, la prudence, l'idée de tester, de vérifier que ce qu'on propose respecte les règles éthiques. Mais on a vu que Ouest France publie aussi des contenus sur un sous-site dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelle... Sain et naturel, voilà. Et Ouest France a été pointé du doigt pour publier sur une sorte de partenariat, enfin sous-site, sous partenariat, des contenus qui étaient générés par IA, ou suspectés d'être générés par IA, quoi. Et on est dans toute la contradiction de ce genre de table ronde, c'est-à-dire que là, on a des gens qui arrivent avec
une réflexion à partager, une envie de défendre un journalisme de qualité, de s'assurer que les titres aient encore les moyens de financer ce journalisme de qualité. Et on parlait d'extractivisme, et je rejoins ce qui a été dit. Voilà. Et après, il y a toutes les pratiques qui sont à l'intérieur des rédactions, soit de journalistes voilà, qui n'ont pas le temps ou qui ne sont pas aussi scrupuleux que les camarades qui vont dans les conférences, ou des éditeurs qui peuvent parfois avoir de bonnes pratiques pour une partie de leur activité, et puis d'autres services, voilà, la main gauche, c'est pas toujours ce que fait la main droite. D'autres services vont se lancer dans des expérimentations parfois hasardeuses et qui peuvent abîmer aussi les marques de presse là-dessus. Et je pense qu'il y a un vrai combat, enfin une vraie bataille en tout cas, à mener, que ce soit en interne, pour faire progresser la déontologie des journalistes, et ça c'est le cœur du travail du CDJM, et puis après plus globalement pour les acteurs du paysage médiatique, pour que les éditeurs soient le plus responsables possible avec l'utilisation de ces outils. Peut-être juste La parole est à la défense, ouais, puisque ouais, le terme a été utilisé tout pour à l'heure. répondre, je pense que c'est bien d'avoir employé le mot suspecté, parce que voilà, moi je n'ai pas été très directement sur ce dossier, mais ce que j'ai observé et vu, c'est qu'il y a eu un effort très important pour aller observer ce qui se passait dans ces rédactions, qui ne sont pas des rédactions, qui sont des rédactions partenaires, mais qui ne sont pas des rédactions de Ouest France, il faut le dire. Et que contrairement à ce qui a été dit, ce ne sont pas des rédactions qui étaient uniquement occupées par des robots qui produisaient du contenu, donc je pense que c'est important de le dire. D'autre part, ce qui est intéressant sur la question de la main droite et de la main gauche, c'est que l'ambition d'Ouest France, c'est que ses partenaires obéissent aux grands principes qui sont inscrits dans ce que va être sa charte déontologique. Donc Ouest France a eu une approche un peu différente d'autres titres sur la question de la charte. Vous savez qu'au moment de l'arrivée de ChatGPT, beaucoup de rédactions ont produit une charte pour, je ne sais pas si c'est se prémunir ou en tout cas être très déclaratif sur le fait qu'ils allaient être vertueux et prudents. L'approche de Ouest France a été de faire une note pour ses collaborateurs, pour les collaboratrices, pour donner des indications pour éviter de commettre des erreurs qui pourraient être préjudiciables, notamment à la protection de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur des journalistes. Mais l'idée a été de faire la charte après coup, c'est-à-dire après avoir conduit des expérimentations. Et c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. Et le travail de charte, il est en ce moment en train d'être fait de façon collective et sur la base des choses qu'on a réellement éprouvées. L'une des ambitions de cette charte, ce sera aussi que les partenaires de Ouest France, donc les médias qui sont partenaires de la plateforme, obéissent à ces grands principes. Donc voilà, ce sera dans le texte final, ce sera une obligation qui sera contractuelle à l'avenir. Donc le problème est traité et pas de façon schizophrène. Et ce sera évidemment approfondi dans l'atelier A, salle 1040, sur cette question des chartes IA, distinctes selon les rédactions ou parfois communes, animées tout à l'heure par Élodie Cerquera du Club de la Presse. Peut-être une question complémentaire non, ou je alors veux juste compléter, parce que ça appelle appelle une vraie prise de conscience de la part des éditeurs de presse, un devoir de transparence. Sont-ils véritablement en conformité avec les principes qu'ils défendent et cette promesse qu'ils font aux lecteurs par rapport à la qualité et l'authenticité de l'information. D'un côté, ils attaquent, et c'est une bonne chose, les développeurs d'IA pour pillage, moissonnage illicite des données protégées par la propriété intellectuelle, avec des succès, Newsday, Command Crawl, et de l'autre, ils utilisent ces outils en interne. Gemini, pour Paris-Normandie, remâchait les articles. Voilà. Antoine Humeau de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Ces outils d'IA générative sont très très bons sur l'orthographe, bien meilleurs que n'importe quel SR. Ils sont très bons aussi en syntaxe. Ils connaissent parfaitement la pyramide inversée, savent écrire à l'endroit, contrairement à beaucoup de correspondants, et ils travaillent très très vite. Donc alors je comprends toutes ces réserves, mais qu'est-ce que ça donne concrètement à l'Est républicain? Est-ce que ça a permis de gagner du temps? Est-ce qu'il y a des SR qui sont retournés sur le terrain? Comment évoluent les discussions? Et puis une question pour David Dieudonné à Ouest France. Est-ce que l'expérience un peu explosive du groupe EBRA vous inquiète ou est-ce que c'est une question, enfin voilà, pour ne pas aller sur ce terrain-là,
Ou est-ce que ça fait partie des pistes qui pourraient être explorées dans les mois ou années à venir ? Alors nous, on a suivi avec beaucoup d'attention ce qui a été expérimenté à EBRA, qui était un pionnier dans ce domaine, y compris dans la réaction que ça a suscité au sein de la rédaction. Donc on a observé ça avec beaucoup d'attention et surtout on a parlé beaucoup à nos collègues de ces rédactions. Faire gagner du temps au SR dans le traitement de la copie, c'est pas pour moi quelque chose qui est une aberration. Ça fait partie du travail d'optimisation et pour faire gagner justement en enrichissement de la copie du temps humain. Donc ça fait partie des choses qu'on regarde, comme on regarde 1000 autres choses. Donc j'ai pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Après, le sujet, c'est la méthode. Je crois que ce qui est très important, c'est que la méthode, elle soit consensuelle et qu'elle se construise dans une conversation avec les collaborateurs et avec les partenaires sociaux. Je crois que c'est le truc qu'on a essayé de faire depuis le début à Ouest France, et c'est comme ça qu'on veut continuer d'avancer. On a, et ça préexistait à mon arrivée encore une fois, donc je ne veux pas m'en accorder le crédit, créé à Ouest France une émanation spécifique du CSE, qui est une commission qu'on appelle la commission IA, qui est composée d'élus représentatifs du personnel et des organisations représentatives du personnel, avec lesquelles on a une conversation chaque 2 mois désormais, sur tous les projets qu'on entreprend, qu'on souhaite entreprendre avec l'IA ou qu'on a entrepris. Et donc on se réunit, on partage l'information, et donc il n'y a pas d'information qui ne soit connue des partenaires sociaux au quotidien, et ça nous permet de co-construire quelque chose qui ensuite soit acceptable au moment des grandes échéances que sont les différents CSE plus formels qui arrivent après. Donc voilà, c'est l'approche qui a été suivie. Avancer ensemble et dans une transparence qui est une transparence à l'égard des lecteurs et des lectrices, mais aussi à l'égard des collaboratrices et des collaborateurs. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade ? Je vais peut-être juste répondre à la question. En fait, ce que l'on observe depuis, et je pense que c'est général à la PQR, ce que l'on observe depuis des années, c'est une dégradation du réseau de correspondants. De la couverture éditoriale, géographique, mais aussi de la qualité de la copie. Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, nos correspondants étaient des instituteurs, étaient des professeurs, étaient des élus. Voilà. Et aujourd'hui, on est face à un phénomène d'érosion des effectifs. Et je veux bien entendre, comprendre que les éditeurs de presse cherchent des alternatives, justement. Et l'une de ces alternatives, c'est l'introduction d'une IA dans la correction de la copie de correspondant. La formule magique, qui est souvent présentée, c'est la suivante. Nous allons vous retirer ces fameuses tâches ingrates, rébarbatives, chronophages. Sauf que ces tâches ingrates, rébarbatives, chronophages, c'est le cœur du métier du SR. Relire la copie de correspondant, la réécrire, la hiérarchiser, c'est son métier. Donc, on affecte directement, on touche directement au cœur du métier du SR. C'est d'ailleurs ce que révélait aussi le rapport d'expertise, jusqu'à la perte de sens de cette fonction. Et après 2 ans d'expérimentation qui ont été essentiellement consacrés à l'affinage du prompt, qui sert à réécrire ces textes pour... tout le monde maîtrise le contenu de la PQR. Lorsque l'on demande à ChatGPT de réécrire une nécrologie, ce n'est pas le même prompt que lorsqu'on demande à ChatGPT de réécrire un compte-rendu du conseil municipal. Évidemment, les critères ne sont pas les mêmes. Donc on travaille depuis 2 ans à l'affinage de ces prompts qui seront demain, peut-être déjà aujourd'hui, de vrais secrets de fabrication, finalement, réutilisés. Et c'est peut-être l'inspiration de Ouest France. Donc après 2 ans d'expérimentation, de l'aveu même de la direction, le gain de temps n'est pas avéré. La montre tourne, je vous avais annoncé au début 3 temps, mais finalement on vient de mélanger ce qu'étaient les 2 premiers, à la fois les appropriations solo ou collectives, et puis surtout cette dimension d'accompagnement. On a justement une question qui peut venir sur ce 2e point, sur cet accompagnement, sur ces questions d'innovation à l'intérieur des rédactions, et parfois par des prestataires. Oui, j'avais une question. Bonjour, Valentina Grossi du Puège. J'avais une question par rapport aux relations avec les grands groupes qui développent des IA grand public comme ChatGPT, Perplexity, etc. On voit que certaines rédactions font le choix, comme Ouest France, de développer un peu des IA maison indépendantes et ad hoc, et d'autres qui font, comme le groupe Le Monde, le choix de nouer des partenariats pour essayer de récupérer une partie de la valeur
qui a été justement un peu accaparé par ces IA grand public. Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus sur les stratégies au niveau des syndicats et des rédactions Oui, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Alors l'exemple, ok. Ah oui. L'exemple que vous citez, l'exemple du Monde est isolé. Ce n'est pas du tout le reflet de ce qui se passe aujourd'hui entre d'un côté les éditeurs de presse et de l'autre les LLM. Pas du tout. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que nous avons, en tant que syndicat, pour les 80 entreprises ou quasi de notre board, écrit à toutes ces entreprises pour leur dire, écoutez, il y a un point, vous vous nourrissez, puisque c'est le cas, et c'est tout à fait documenté aujourd'hui, vous vous nourrissez des contenus financés par les éditeurs de presse, produits par les journalistes, pour finalement entraîner vos IA qui, un jour ou l'autre, en tout cas, auront vocation à produire des contenus qui seraient similaires à ceux que nous avons financés. Donc, en gros, vous nous pillez pour mieux pouvoir nous remplacer. Donc, c'est quand même le perdant-perdant, le combo terrible pour la presse. Donc, on leur a écrit, c'était il y a environ, je crois, 1 an et demi, 2 ans. On a écrit à 20 entreprises de façon collective. Là encore, on travaille beaucoup en coordination avec les quotidiens, donc c'était avec l'Alliance également. Malheureusement, ça n'a rien donné, c'est-à-dire que l'approche, je dirais, volontaire, coopérative, pour le moment, ne donne rien, ce qui nous rapproche évidemment de la perspective contentieuse pour défendre nos droits et défendre le droit des journalistes et des autres auteurs qui sont eux aussi spoliés par ces systèmes. On pense que durablement, un secteur de cette ampleur-là, comme celui de l'IAG, ne peut pas durablement, enfin du moins on l'espère, s'appuyer sur ce qu'on peut appeler un vol aujourd'hui, puisqu'il y a reproduction, conservation, manipulation de tous les contenus qui sont pourtant sous droit. Donc on espère globalement à la fois une régulation, une réglementation, et puis si nécessaire que des jurisprudences qui seraient construites par des contentieux mettent un petit peu les choses à plat, parce qu'aujourd'hui c'est tout à fait sauvage ce qui se passe, tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau français. Il n'y a pas de volonté, malgré les affichages que vous pouvez... il n'y a absolument aucune volonté de nous aider. Quand je dis nous, c'est un nous très global, c'est-à-dire qu'on est dans le même bateau que d'autres secteurs créatifs, culturels, intellectuels. On est dans le bateau de toutes les industries culturelles qui sont en grand danger. Donc oui, les perspectives, c'est, écoutez, on l'espère pouvoir discuter et établir, pour ceux qui le souhaiteraient, des accords rémunérateurs, et pour ceux qui ne le souhaiteraient pas, des frontières, des barrières pour que les contenus ne soient pas utilisés. En tout cas, interdire ou autoriser, sous contrepartie de rémunération, qui serait le fondement d'un marché normal qui fonctionne normalement. Si ça ne fonctionne pas, on est évidemment contraint. Et nous, au SEPM, on a l'habitude, puisqu'on l'a fait très très longuement avec Google, vous en avez peut-être entendu parler, on sera contraint effectivement d'aller au contentieux. On essaye déjà dans cette bataille-là, vous n'êtes pas trop aidé par les journaux qui passent individuellement des accords avec... Écoutez, je ne me prononcerai pas. Peut-être que ces accords sont de bons exemples qui pourraient permettre d'être produits. Je ne sais pas, je ne les connais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y en a peu. Il y en a très très peu, et que la grande collectivité, je dirais, des éditeurs, pour l'instant, est totalement mis de côté par rapport à ces accords que, encore une fois, nous espérons vraiment. Puis nous espérons aussi un soutien de la part des pouvoirs publics, du législateur, etc. Pour l'instant, on est un petit peu seul. Ce qui fait écho à la diapo que je vous présente ici, puisque vous avez évoqué ce qu'est la Commission européenne elle-même, à un niveau davantage national, pas seulement du côté des éditeurs, mais y compris des entités parlementaires, et notamment le Sénat. Est-ce que pour autant ce sera suffisant ? Parce qu'on a l'impression de revivre ce qu'a été la vague du numérique lui-même,
à la fois avec des grandes plateformes, parfois des acteurs plus individuels et locaux. On ne les a pas mentionnés ici, mais en dehors des développements à l'intérieur des rédacs, des petites agences sont opportunistes à la fois pour accompagner la création, la com ou autre, mais y compris le journalisme. Videria, Contenside, Neosoft, Eidos Media, Perplexity, pas seulement son outil mais son équipe, sont capables parfois d'accompagner en externe, donc de faire de la prestation, mais pour peu qu'à un moment ou à un autre, il y ait le régulateur au milieu. Est-ce qu'on arrive à ne pas subir la même vague que celle subie il y a déjà 25 ans et il y a même une quinzaine d'années dans une certaine mesure vis-à-vis de ces acteurs je ne privés dirais pas ça, mais pour simplifier, parce que le combat est long et compliqué, mais on a une législation européenne qui ne nous aide pas, qui nous met sous un régime d'exception, un régime de, ce qu'on appelle le régime TDM, qui nous fragilise énormément, qui fragilise tous les titulaires de droit en Europe. Donc on est sous ce régime-là. Et pour faire court, puisque nous essayons de contrer tout cela, pour essayer de résumer, il est vrai que cette proposition de loi transpartisane au Sénat, je ne sais pas si vous l'avez. Ah oui, vous avez notre communiqué, communiqué très très commun, est une proposition de loi que nous soutenons puisque d'abord c'est un signal politique très important qui veut dire aussi, il n'y a pas que la tech et l'innovation, il y a aussi beaucoup de valeurs dans la culture et dans la presse et dans les industries culturelles, créatives, intellectuelles. Donc c'est un signal politique, et deux, ça permettrait pour nous de régler beaucoup de questions. Je vous parlais de contentieux éventuels tout à l'heure. Ces contentieux, ils doivent s'appuyer sur des preuves, sur la preuve que nous apporterions que les contenus journalistiques ont été utilisés, pillés, manipulés. Et cette proposition de loi permet, dans un système d'exception qui nous est extrêmement défavorable, donc le système TDM, permettrait de faciliter l'apport de la preuve. Donc ce serait vraiment très aidant pour nous. Vous le savez, il y a une dissymétrie de force absolument monstrueuse entre ces sociétés-là de la tech et nous, même grands groupes, même gros syndicats. Je ne parle pas d'une autre, mais il y a une dissymétrie majeure des forces en présence. Donc un petit peu d'aide, oui, serait bienvenu. Et c'est vrai que ces sénateurs-là, effectivement, ont pris à bras-le-corps le problème, voyant que le gouvernement ne le faisait pas, malgré plusieurs rapports disant qu'il fallait à tout prix faciliter la situation des ayants droit. Donc ayants droit, j'entends éditeurs, auteurs, journalistes, et puis tous les autres secteurs également. Pour faire levier, être contre-pouvoir, tout à l'heure, Eric utilisait le terme de sentinelle, le CDJM en est une, d'une certaine manière. Yann souhaitait réagir sur ces éléments. Oui, mais je pense que ce combat qui a été bien décrit, il est important. Effectivement, il faut que les titres les médias fassent valoir leurs droits et évitent ce pillage, cet extractivisme, j'aime bien cette expression, qui est pratiquée par les géants de l'IA. En revanche, il ne faudrait pas non plus que le débat glisse uniquement vers une déploration du poids que les GAFA et autres grandes firmes ont sur nos vies et ce que ça fait peser sur les médias. C'est bien aussi que les médias et les journalistes soient capables de balayer devant leur porte et soient capables de porter une réflexion sur l'éthique. Le cadre, il est connu, il est contraint, c'est celui des moyens dont disposent les journaux. Et la presse va pas forcément très bien, beaucoup de médias vont pas très bien. Malgré tout, il est possible de progresser, il est possible de faire avancer la déontologie journalistique. En tout cas, c'est notre conviction au CDJM. Donc ça nous amène, c'est un très bon exemple, c'est bien que tu le montres, à rendre des avis lorsqu'on est saisi par des membres du public sur des questions d'éthique. Donc là, c'est une saisine sur un article de JVTech, le site jeuxvideo.com, où il y a cette fameuse photo de Steve Jobs. Cette photo, non, c'est pas une photo de Steve Jobs, il faut faire attention. Cette fausse image de Steve Jobs créée par une IA. Donc c'est un peu historique pour nous, parce que c'est le premier avis qui porte sur l'IA. On a parlé de la recommandation de la pyramide, mais on n'avait pas forcément beaucoup de saisines sur le sujet, notamment parce que plein de médias sont prudents sur l'IA générative. On a bien compris pourquoi avec les interventions. Mais bon, là, ça nous a permis de statuer. Qu'est-ce qu'on dit dans cet avis en 2 mots ? On dit que... parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, si vous voyez... il faut avoir de bons yeux, mais il y a une petite mention image générée par IA qui a été ajoutée par le site, par le média concerné, a posteriori, après que le CDJM l'a contacté pour dire « Désolé, on a été saisi,
Voilà, il y a un requérant qui estime que vous ne respectez pas la déontologie journalistique en publiant cette image. Donc a posteriori, ils ont rajouté cette mention. Malgré tout, le CDJM considère que cet usage de l'IA générative ne respecte pas les règles de la déontologie. Notre argumentation, c'est de dire que les journalistes sont là pour parler de la réalité et pas pour créer du faux, à vocation d'illustration certes, pour rendre l'article peut-être plus attractif et le faire circuler davantage sur les réseaux sociaux peut-être. Malgré tout, ce n'est pas le rôle du journaliste de créer ce genre d'image, puisqu'il y a confusion possible avec la réalité. Vous allez me dire, oui, mais on voit bien que c'est une IA, on reconnaît un peu l'esthétique des photos IA. On sait que pour beaucoup d'utilisateurs, notamment les plus âgés, cette distinction entre ce qui est produit par une IA ou pas peut être plus compliquée. Et puis, c'est pas qu'une question d'être vieux, hein. Parfois on n'est pas très bien réveillé, et on peut se faire avoir comme ça par ce type d'image. Donc là, on trace une ligne rouge là-dessus, quoi. Bon, cet avis, il est intéressant, je pense qu'il est là pour faire avancer la réflexion. Je dois noter quand même, désolé, mais qu'on est parfois un peu seul au CDJM dans cette bataille et dans cette idée d'avoir un regard extérieur sur les questions de déontologie, de dire que ce n'est pas seulement les rédactions elles-mêmes qui doivent se donner des bons ou des mauvais points sur leur respect de la déontologie. Ce regard extérieur qu'on défend, bon, aujourd'hui, Ouest France n'est pas adhérent au CDJM. Le SEPM est un opposant historique au CDJM. Ça s'est même fini devant les tribunaux à une reprise. Heureusement pour nous, le syndicat national des journalistes fait partie des adhérents. Donc nous, on invite vraiment tous les acteurs du paysage médiatique à se préoccuper davantage des questions d'éthique et à accepter ce regard extérieur via l'autorégulation qu'on propose et via les avis qu'on publie. On voit là, avec l'exemple de l'IA, qu'on a une super occasion pour progresser tous ensemble, pour en débattre, pour en discuter. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec l'avis du CDJM. Hein. L'avis du CDJM, il n'a pas d'impact, il n'y a pas de sanction financière, ce n'est pas une décision juridique. Mais il est là vraiment pour faire avancer le débat et pour que les journalistes dans les rédactions puissent s'appuyer là-dessus pour aller voir ensuite les directions et dire « Regardez, le CDJM dit ça, ça nous intéresse, peut-être qu'on peut faire évoluer nos pratiques, peut-être qu'on peut être plus prudent sur certains points. » Et j'en terminerai là. D'autant qu'on est dans les dernières minutes. Alors, on n'a certes pas commencé la table ronde à l'heure prévue, mais on est contraint d'accélérer la prise de parole. Eric souhaitait peut-être juste réagir sur un mini-point qui vient d'être évoqué. Un peu difficile de dire ça en quelques secondes, mais cette loi d'Arcos, présomption d'exploitation des contenus éditoriaux, porte en germe une problématique qui nous tient à cœur. C'est c'est un support pour de potentiels, de futurs contentieux, donc la reconnaissance d'une contrepartie financière pour l'exploitation de ces contenus, sauf qu'elle oublie un élément essentiel, c'est le droit moral des auteurs sur leur œuvre. Ces personnes ont-elles accepté préalablement que ces œuvres servent à cette exploitation? Et chez les traducteurs, chez les interprètes, chez les journalistes, je connais une somme importante de personnes qui ne souhaitent pas que leur contenu protégé par la propriété intellectuelle serve à l'exploitation de ces contenus. D'autant que là, on est sur du one-shot, puisque la rémunération dont on parle, ou l'indemnisation pour toute la phase de pré-entraînement qui existe depuis des années, c'est du one-shot pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, les IA développent des outils, notamment Google Overview, ces petits aperçus qui apparaissent en haut des résultats de recherche. Le journal Le Temps a publié une enquête en milieu d'année, puisque Google Overview est arrivé en Suisse en mars 2025. En mai, Le Temps s'est aperçu que la moitié de son flux avait disparu, absorbé par Google Overview. Donc on est face à une modification majeure des habitudes de consommation de l'information, puisque les personnes qui consomment cette information se contentent de l'aperçu fourni par ces IA, Gemini en l'occurrence. Donc c'est ça qui doit questionner les éditeurs de presse et l'ensemble de la profession. On va prendre au maximum 2 questions parce que le temps est contraint. Pour autant, je vais quand même essayer de vous tenir la promesse qui était celle, pour ne pas vous frustrer, de quelques questions. Je voulais juste savoir l'avis des membres de la table ronde sur l'extension de navigateur de Jean-Marc Manac qui permet de justement détecter à partir d'une liste faite humainement par ce journaliste principalement les contenus IA, et il est un peu tout seul, je crois, sur ce projet. Il n'est pas dans cette journée, je crois, invité, mais
est-ce qu'il n'y a pas des titres de presse ou alors des organisations ou des syndicats qui pourraient soutenir cette initiative? Et si oui, comment? Peut-être avec des sous, ce serait pas mal, je ne sais pas. Je voudrais revenir, c'est important pour nous, pour qu'il n'y ait pas de confusion sur la proposition de loi dont on parlait. Très sincèrement, c'est une loi qui ne touche qu'à la preuve, en aucun cas à la titularité des droits. Les droits d'auteurs, des journalistes demeurent intacts. Cette loi, cette proposition, c'est juste une facilitation de l'apport de la preuve pour d'éventuels contentieux. Pour moi, il ne faut pas faire de confusion parce que c'est tellement les seuls à nous aider sur le droit d'auteur, le droit voisin, qu'il ne faudrait pas que court l'idée que cette proposition de loi serait une menace pour la presse et pour les autres industries culturelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que M. Manac, oui, on l'a rencontré. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de la CPPAP, il y a des travaux qui sont menés, puisque vous savez que la commission paritaire, elle permet d'accéder à tout le régime économique de la presse, donc la TVA super réduite, les aides, etc. Donc savoir qu'est-ce qui est de la presse, qu'est-ce qui n'est pas de la presse, qu'est-ce qui est de la puria, qu'est-ce qui est du travail journalistique, c'est majeur. Donc on l'a rencontré et effectivement, ce qu'il propose nous semble au premier abord, on l'a rencontré la semaine dernière, vous voyez, plutôt intéressant. Je pense que la CPPAP a été très intéressée, puisque la CPPAP a un travail de fourmi maintenant pour s'y retrouver. Donc voilà, c'est très ouvert sur son travail. En tout cas, je crois qu'il y a eu des échos très positifs. Mais voilà. Est-ce que son service fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne à tout niveau? Est-ce qu'il y a des limites techniques, technologiques? On est en train d'explorer les choses, voilà. Le service fonctionne bien. J'invite d'ailleurs tous les journalistes à le télécharger sous les navigateurs Mozilla ou Google. Jean-Marc sera un des invités du comité national du SNJ qui se tient vendredi et samedi à Paris, demain après-demain. Sur la question justement de ces sites synthétiques, il a recensé environ 10 000 sites synthétiques. 10 000 sites synthétiques. Qui s'approvisionnent évidemment à l'aide de nos contenus éditoriaux. Et il a créé une extension effectivement qui permet de détecter ces contenus. Il est... alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une négociation, mais en tout cas, il a proposé aux différents syndicats d'éditeurs d'appliquer très largement cette extension, de demander aux journalistes de la télécharger. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il ait une réponse en retour, malheureusement. Alors que c'est une... Ah oui, mais la semaine dernière, mais il s'est déjà passé énormément de choses dans le monde algorithmique depuis la semaine dernière, Julie. Donc il faut aller très très vite, en effet. Je sens qu'il y a une forme, peut-être pas de censure, mais d'autocensure, ce que la montre tourne. Dans les ateliers, vous allez pouvoir approfondir des points, y compris ceux qu'on a peut-être un peu moins abordés. Les questions d'outils, les questions de charte, elles l'ont été malgré tout. Je voulais juste, et pour boucler, et parce que je sais que vous l'avez en tête, mais vous le discuterez peut-être plus informellement, parce qu'on était sur ces questions de responsabilité et d'intégrité, vous l'avez dit, y compris vis-à-vis des publics, ajouter des éléments qui ici avaient peut-être un petit peu moins leur place. Les impacts RH l'ont été évoqués, mais les impacts environnementaux aussi, et le grand public en prend évidemment conscience, que ce soit des outils maison ou ceux des plateformes propriétaires, et puis aussi des impacts sociétaux. C'est ce qui fera d'ailleurs l'objet en partie d'une des dernières cartes blanches, parce que ces outils parfois sont très genrés, accentuent certaines des dimensions de discrimination. J'imagine qu'au sein des rédactions, les uns les autres sont vigilants. Et ben, ça nous amène évidemment, pas seulement sur la détection, à faire le distinguo entre les contenus synthétiques et authentiques. On va espérer que dans le reste de la journée, on puisse les discuter ensemble. Merci à vous et rendez-vous au premier étage.